Bonjour Caroline, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Caroline, tu es avocate au barreau de Paris et si on t'a invité, c'est que la justice sous plusieurs aspects est au cœur de l'actualité en ce moment. D'abord parce que ont été arrêtés la semaine dernière 7 anciens membres des Brigades Rouges qui avaient été condamnés en Italie dans les années 70-80 pour actes de terrorisme. Ils s'étaient réfugiés en France qui, depuis Mitterrand jusqu'à Sarkozy, Hollande, les avait épargnés et leur avait accordé l'asile. Pourquoi Macron revient sur cet engagement de la France? Quel signe il veut envoyer et à qui? Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent le revirement politique de Macron, parce qu'il s'agit évidemment d'un revirement politique. Tu l'as rappelé, depuis François Mitterrand et ce qu'on a appelé la doctrine Mitterrand, qui est en fait une prise de position politique en 1985, il était convenu qu'on ne renvoyait pas en Italie des personnes qui ont pu être condamnées en Italie pour des faits qui pouvaient être très graves, à la condition qu'il n'ait pas de sang sur les mains et qu'il se soit repenti. Et donc ça, c'est ce qu'on a appelé la doctrine Mitterrand, qui a été appliquée, y compris postérieurement au décès de François Mitterrand, par Jacques Chirac et même par Nicolas Sarkozy, qui a refusé notamment de signer un décret d'extradition de l'une de ses anciennes brigadistes, qui a donc été interpellée la semaine dernière. Donc c'est un vrai revirement politique. Pourquoi? À mon avis, il y a une raison qui tient à la relation de la France avec l'Italie. Et de cette manière-là, le président Macron donne des gages au gouvernement italien dans le soutien qu'il apporte au gouvernement italien. Je pense que c'est ça la raison principale, au-delà même de l'histoire, enfin au-delà même du fait qu'il existe en France depuis 2015 des attentats terroristes et que donc on est beaucoup plus sensible à cette thématique. Néanmoins, les personnes qui ont été interpellées la semaine dernière, comme tu le rappelais, ont commis les faits pour lesquels ils sont poursuivis il y a maintenant plus de 40 ans, dans les années 70 et 80. Ce sont des personnes qui se sont repentis et qui ont totalement refait leur vie. Et les condamnations par contumace, puisqu'ils ont été condamnés durant leur absence, au regard du droit français, devraient être prescrites, puisque les faits sont très anciens et les condamnations, si elles remontent à plus de 30 ans, au regard du droit français, sont prescrites. Maintenant, il faut voir ce que dit la loi italienne sur la prescription, sachant qu'il existe aussi une prescription en droit italien. Certains parlent de vengeance, j'ai lu dans des journaux, notamment italiens, dans la Repubblica, de vengeance tardive de la part de la justice italienne. Ça a du sens que la justice se venge ou pas du tout? Alors, je pense que ça dit quelque chose de ce que pense l'opinion publique en Italie, c'est-à-dire que 40 ans après les faits qui ont fait l'objet de condamnation, ça n'a plus de sens en réalité que de vouloir extrader des personnes qui ont été condamnées et dont les peines sont probablement prescrites. Et donc, c'est pour la raison pour laquelle certains parlent de vengeance. Maintenant, ça, c'est quelque chose qui est, j'allais dire, une appréciation intra-italienne. Mais c'est vrai, c'est que ça n'a plus de sens aujourd'hui. Ça ne fait que réouvrir des plaies qui ont réussi, d'une certaine manière, à cicatriser, parce que le temps a permis justement qu'elles cicatrisent. On n'est plus dans les années 70 où, en effet, on a eu une mouvance à la fois d'extrême gauche, mais aussi d'extrême droite. Beaucoup d'attentats ont aussi été commis par des gens de l'extrême droite en Italie, qui a vraiment mis le pays, entre guillemets, à feu et à sang d'une certaine manière. Oui, mais là, tu parles de prescription, de droit à la prescription pour, en l'espèce, pour les accusés, hein, pour Alors, ceux attends, qui ont commis. Oui, si je peux me permettre, de vas-y. quoi on parle exactement? Il ne s'agit pas de la prescription de la poursuite, puisque les gens ont été condamnés. Il s'agit de la prescription de l'exécution de la peine infligée par un tribunal. En droit français, la prescription pour l'exécution de la peine, c'est-à-dire le délai au-delà duquel on ne va plus exiger que la peine soit, soit exécutée, c'est 30 ans pour des faits de terrorisme.
Mhm. D'accord, ok. Non, mais bah, c'était exactement ma question. Alors, il y a aussi eu le 14 avril dernier une décision, un arrêt de la Cour de cassation concernant l'affaire Sarah Halimi. Kobili Traoré aurait été privé, c'est ce que dit la Cour de cassation, de discernement au moment de son acte, malgré son caractère antisémite. Toi, est-ce que tu y vois une contradiction? En fait, non, il n'y a pas de contradiction. Je vais essayer d'expliquer simplement les choses. Monsieur Traoré, au moment où il a assassiné Madame Sarah Halimi, était dans un état que 3 collèges d'experts psychiatres ont considéré être un état, entre guillemets, de bouffée délirante. C'est-à-dire que son discernement était aboli. Ça, c'est les faits factuels. Par rapport à des faits comme cela, la première démarche de l'institution judiciaire, c'est d'abord de trouver une qualification juridique. La qualification juridique, c'est un homicide volontaire avec la circonstance aggravante qu'il a été commis à raison de la religion de la victime, donc le judaïsme, donc à raison de sa religion. Ça, c'est la qualification des faits. Elle ne fait pas de doute parce qu'on sait que M. Traoré, lorsqu'il a commis ce meurtre, a proféré, a eu des propos antisémites, pour dire les choses telles qu'elles sont. Donc ça, c'est la qualification pénale des faits. Après, dans le déroulement de l'institution judiciaire, il y a un deuxième temps qui est de savoir si M. Traoré peut répondre de son acte. Est-ce qu'il avait conscience de ce qu'il faisait? Est-ce qu'il avait conscience de commettre un meurtre sur la personne de Madame Halimi? Ou est-ce que son discernement était altéré ou aboli? C'est l'imputabilité, en fait, de la commission des faits. Et là, les 3 collèges d'experts ont considéré que M. Traoré, au moment même des faits, avait un discernement aboli parce qu'il était sous l'emprise d'une bouffée délirante aiguë. C'est la raison pour laquelle la Cour de cassation a jugé qu'il était irresponsable, étant précisé qu'avant que la Cour de cassation ne se prononce, la Chambre de l'instruction de Paris, qui avait retenu l'irresponsabilité, a tenu une audience pénale en présence des parties civiles, c'est-à-dire de la famille de Madame Halimi, en présence des experts et en présence de l'auteur, monsieur Traoré, et des avocats. C'est-à-dire qu'il y a eu une audience comme entre guillemets, pour n'importe quelle audience, mais au cours de laquelle la Chambre de l'instruction a, au vu du dossier, jugé qu'au moment des faits, monsieur Traoré avait son discernement aboli. Et donc, en France, et depuis des siècles, et notamment 1791, on ne juge pas les fous. Mmh. Alors, j'entends, mais tu as parlé de ces 3 collèges d'experts. Oui. Il y a un des experts psychiatriques d'un de ces collèges, Daniel Zaguri, qui a fait une tribune dans Le Monde ce week-end, et il a avancé un argument. Il a dit nul n'est censé, parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dit, c'est que Monsieur Traoré était sous l'emprise de stupéfiants et sous l'emprise de Oui, cannabis. absolument. Et donc Monsieur Zaguri a dit, son argument c'était nul n'est censé ignorer les effets du cannabis. Et que c'est ça qui aurait, c'est le cannabis qui aurait provoqué la bouffée délirante. D'accord. Il y a une question sur, en effet, d'abord, premièrement, tout le monde ignore les effets du cannabis. Très peu de gens savent que dans certaines circonstances, le cannabis va éventuellement provoquer une entrée dans une psychose avec une bouffée délirante. Donc, il y a un débat entre psychiatres sur la responsabilité de l'individu qui prend du cannabis. Dans le cas de M. Traoré, de ce que l'on sait des expertises, il est impossible de savoir si M. Traoré prenait du cannabis pour justement calmer sa conscience entre guillemets folle, ou si c'est la prise de cannabis qui a entraîné l'entrée dans la psychose. Mais la prise de cannabis ne fait que le plus souvent révéler un terrain
psychologiquement ou psychiatriquement est fragile. Mhm. Il est le seul, monsieur Zaguri, à avoir cette position. Ses collègues n'ont pas cette position. Moi, je ne peux pas trancher, mais Mhm. en tout état de cause, à partir du moment où il est en minorité, ça ne peut pas être, entre guillemets, la minorité qui dicte à la majorité ce qu'il convient d'analyser. C'est d'ailleurs pour ça que la Cour de cassation a rendu l'arrêt qu'elle a rendu, qui n'est en aucune manière une négation du caractère antisémite de l'acte. Mhm. Alors, il y a aussi la question de la volonté de réforme, en fait, que maintenant est portée par le garde des Sceaux, et d'ailleurs qui est aussi demandé dans cette tribune par Daniel Zaguri, donc l'expert psychiatre. Est-ce que, d'après toi, il faut modifier notre conception de la responsabilité pénale? Est-ce que les critères de l'irresponsabilisation ne sont pas assez clairs et devraient être amenés à être modifiés? Alors, moi, je n'ai pas l'impression, au regard de ce que je sais, de ma connaissance du droit, du fonctionnement de l'institution judiciaire, qu'il faille modifier l'article 122-1 du Code pénal qui dit que les personnes dont le discernement est aboli ne peuvent pas être reconnues responsables de leur acte. Pourquoi? Parce que la culpabilité en droit pénal, elle repose sur notamment sur deux aspects. D'abord, une réalité matérielle, est-ce qu'il y a bien eu un homicide? Et la volonté de commettre l'homicide. C'est ça la responsabilité, c'est ça la conscience. Quand il n'y a pas la volonté parce qu'il n'y a pas la conscience de commettre cet homicide, alors fait défaut ce que l'on appelle l'élément intentionnel et il ne doit pas y avoir de retenue d'une responsabilité pénale. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui soit fait. Aujourd'hui, en droit français, et depuis 2008, la Chambre de l'instruction dont je parlais tout à l'heure, dans le cadre de cette audience en présence des parties civiles, de l'auteur et des avocats, a la possibilité de prendre ce que l'on appelle des mesures de sûreté à l'égard de la personne qui est déclarée folle, entre guillemets, en tout cas déclarée irresponsable pénalement, et les mesures de sûreté pouvant aller jusqu'à une hospitalisation sous contrainte en hôpital psychiatrique durant 20 ans, avec une impossibilité de sortir, si ce n'est s'il y a à nouveau des expertises, etc. Donc je ne crois pas, à la différence de M. Dupond-Moretti qui fait ce qu'il critiquait avant lorsqu'il était avocat, à savoir il propose une loi pour calmer une émotion populaire, qu'il faille modifier l'article 122-1 du Code pénal qui permet cette irresponsabilité. Et d'ailleurs, ce n'est pas que moi qui le dis, c'est aussi une mission qui avait été mise en place par Madame Belloubet il y a un an, la mission Houillon, qui dit très clairement il n'y a pas à modifier le code pénal. En revanche, on peut porter certaines améliorations, c'est-à-dire d'abord, il faudrait qu'on ait un peu plus de psychiatres experts. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 330 médecins psychiatres experts pour ce genre d'affaires. C'est trop peu, qui sont très mal rémunérés. Ça compte aussi. Ensuite, lorsqu'il y a une audience devant la chambre de l'instruction, le cas échéant, il faudrait pouvoir permettre qu'une nouvelle expertise soit ordonnée. Ça pourrait être utile à l'ensemble des protagonistes. Il y a donc des petites améliorations éventuellement qui peuvent être apportées, mais certainement pas modifier le principe selon lequel on ne peut pas juger juger pénalement quelqu'un qui a été déclaré irresponsable. Je rappelle par ailleurs que la Chambre de l'instruction est aussi compétente pour se prononcer sur ce qu'on appelle les intérêts civils, c'est-à-dire le dédommagement des parties civiles au regard du préjudice immense qu'elles ont subi, en l'occurrence dans l'affaire Sarah Halimi, et que même si l'auteur, comme M. Traoré, était désargenté, ne pouvait pas payer, il y a le fonds de garantie des victimes d'infractions qui peut prendre en charge l'indemnisation. Donc, à mon avis, le positionnement de M. Dupond-Moretti est un positionnement politique qui a pour objet de satisfaire, entre guillemets, ou en tout cas de répondre à une émotion que l'on peut comprendre, mais qui, en réalité, n'est pas justifiée ne me paraît vraiment pas justifié au regard de tout ce que l'on sait du dossier. Et d'ailleurs, dans le milieu judiciaire, les tribunes qui ont pu être écrites, etc., sont des tribunes qui viennent rappeler comment à la fois la Cour de cassation a fait son travail, comment la justice n'est pas prise en défaut dans cette affaire. L'affaire de Madame Sarah
Halimi n'est certainement pas la bonne affaire pour lutter contre l'antisémitisme. Alors, ce sera ma dernière question, mais tu viens d'en parler, tu viens de parler en fait de cette inflation législative qui est un peu portée par les différents gardes des Sceaux ces dernières années. Il y a eu, il y a peu de temps, la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, hein, qui est Oui, elle n'a pas été actuellement… votée. Elle n'a pas été Voilà, elle est votée. en navette parlementaire actuellement. Il y a plein de questions importantes en fait qui sont en train de voilà, qui font irruption liées à la justice, hein, des questions importantes liées à la justice qui font irruption dans le débat public et qui posent des questions en fait sur les fondements finalement de notre droit. Comment tu juges ça, que toutes ces questions fassent irruption dans le débat public? Est-ce que ça te fait peur ou est-ce que tu te dis que c'est bien parce que finalement la société commence à se poser des questions qui sont finalement importantes? Alors, moi, j'ai vraiment l'impression que depuis que je suis avocate, c'est-à-dire 30 ans, qu'en fait, on ne cesse pas comment dire, de mettre sur le tapis un certain nombre de questions concernant la justice, mais qui sont en réalité, à mon sens, des questions qui sont vraiment instrumentalisées par le pouvoir politique, soit pour répondre à une émotion populaire, soit parce que électoralement, c'est intéressant de faire plaisir à telle ou telle catégorie de citoyens, alors qu'en réalité, le vrai sujet aujourd'hui dans l'institution judiciaire, il faut savoir que le budget de la justice, c'est un peu moins de 8 milliards d'euros, c'est-à-dire même pas, c'est moins d'1% du PIB de la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce dont souffre l'institution judiciaire, ce n'est pas de ne pas pouvoir filmer des procès lambda, c'est de ne pas avoir assez de juges, c'est de ne pas avoir assez de greffiers, c'est de ne pas avoir assez d'éducateurs qui puissent suivre les détenus lorsqu'ils sortent de détention, c'est de ne pas avoir assez de médecins, psychiatres, experts qui puissent intervenir dans les procédures. C'est tout cela qui en fait défaut aujourd'hui au sein de l'institution judiciaire. Et ça, on n'en parle pas. Et M. Dupond-Moretti, qui ne parle d'ailleurs que de la justice pénale, ne parle ni de la justice civile, ni de la justice familiale, ni de la justice en droit du travail, ni de la justice commerciale, qui pourtant représente à peu près 75% de l'activité judiciaire, c'est-à-dire ça concerne la quasi-totalité des citoyens. Il n'en dit pas un mot, il ne s'y consacre pas, il n'a aucune volonté de réformer là où ça devrait être réformé, notamment en matière de procédure civile, parce que le mouvement aujourd'hui, c'est pas l'accès à la justice, c'est de restreindre l'accès du citoyen à l'institution judiciaire en le mettant dans des procédures dites alternatives de médiation qui ne permettent pas de régler les problèmes graves et très conflictuels, en mettant en place des portails de saisine des juridictions, alors qu'il n'y a même pas les juges derrière ces portails, ni même les greffiers pour pouvoir traiter les dossiers. C'est cela dont souffre la justice, et non pas de savoir s'il faut modifier éventuellement à la marge le fonctionnement de la chambre de l'instruction en matière d'irresponsabilité pénale, ou de savoir s'il faut filmer 3 films pour lesquels on n'a d'ailleurs même pas les moyens de mettre en place en fait le processus, j'allais dire cinématographique. La justice, c'est pas un spectacle. Et là, on a vraiment le sentiment qu'on est dans du spectacle en permanence et dans de la diversion permanente. J'espère que Éric Dupond-Moretti saura t'entendre. Merci beaucoup, Caroline. Je crains qu'ils n'entendent qu'ils ne m'entendent pas, non. On peut toujours espérer. Non, j'y crois pas une seule seconde. La seule chose que M. Dupond-Moretti entend, c'est son ego, c'est ce qu'il entendait lorsqu'il était avocat devant les cours d'assises, c'est ce qu'il entend aujourd'hui lorsqu'il est ministre d'Emmanuel Macron, rien d'autre. Merci beaucoup, Caroline. Merci à toi, merci beaucoup.